Jeux et enjeux, Abdias Haruna. Bonjour à tous et merci d'écouter la CRTV. Jeux et enjeux. Bienvenue à votre programme Jeux et enjeux dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre réseau social préféré. Depuis son début, le 24 février 2022, le conflit russo-ukrainien retient le souffle du monde et l'Afrique, comme toujours, est courtisée par les puissances en force. La visite du président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall du Sénégal, en Ukraine et en Russie le 3 juin dernier et la prise de parole de Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, 17 jours plus tard, replace le continent au cœur de cette compétition géopolitique mondiale. Son affirmation sur la situation est-elle assimilable à celle de la période de la guerre froide, c'est-à-dire le non-alignement? Comment expliquer cette abstention de l'Union africaine? La voix de l'Afrique peut-elle peser dans la géopolitique mondiale et précisément en ce moment où le conflit ukrainien retient le souffle du monde? Quelles leçons tirer? Voilà entre autres nos questions. On en parle. On en parle avec Régis Hunkpe, directeur exécutif d'Interglobe Conseil, spécialiste des enjeux de gouvernance sécuritaire et de géopolitique du continent africain. Il intervient à l'École nationale supérieure des armées de Porto Novo au Bénin et également en géopolitique de l'Afrique à l'université de Reims, Champagne-Ardenne en France. Régulier chroniqueur international dans la presse spécialisée, il est sollicité par des médias africains sur des thématiques en Afrique et à l'international. Bonjour Régis Hunkpe. Bonjour Monsieur Haruna, merci de me recevoir sur votre émission. Merci bien d'être en ligne avec nous de Paris. Un mot sur votre cabinet de recherche. Concernant mon cabinet, Interglobe Conseil, bien sûr, c'est un cabinet conseil qui est spécialisé en communication stratégique, en expertise géopolitique, et bien sûr avec un tropisme qui est totalement assumé, qui est sur le continent africain, mais le continent africain ouvert sur le monde. Donc, nous sommes l'un des tout premiers, je dirais, sur la place parisienne, mais aussi en Afrique francophone, toujours en ayant pour définition, pour moi, l'Afrique dans le monde et le monde en Afrique. Merci beaucoup. Avec nous également en ligne, mais de Yaoundé, Delmas Tsafak, internationaliste et analyste principal en gouvernance et sécurité au Nkafou Institute, auteur pour ce qui nous concerne de Le Petit État dans les relations internationales, publié aux éditions L'Harmattan. Bonjour Delmas Tsafak. Bonjour. Merci bien d'être avec nous. Dans ce studio avec moi, Ferdinand Paul Enoka, journaliste, historien, enseignant-chercheur à l'École normale supérieure de l'Université de Maroua, présentateur de l'émission Mémoire du Cameroun et de l'Afrique, ici même à la CRTV Extrême Nord. Bonjour Ferdinand Paul Enoka. Bonjour. Merci bien d'être avec nous dans ce studio. Alors, on démarre cet entretien avec cette question d'Elmas Tsafa. Quelle analyse faites-vous de la place de l'Afrique dans la géopolitique mondiale? L'Afrique est un enjeu incontournable dans la géopolitique mondiale. Premièrement, c'est un continent qui a 16% de la population mondiale, ce qui n'est pas négligeable. C'est un continent qui regorge d'énormes ressources naturelles qui sont convoitées par les puissances étrangères. Et en plus, c'est un continent dont la croissance est prévue par des observateurs avertis comme le continent du futur. C'est un enjeu très important. Vous allez voir sommet France-Afrique, sommet Turquie-Afrique, sommet Chine-Afrique, sommet Union européenne-Afrique, sommet Russie-Afrique. Chacun veut avoir des relations privilégiées avec le continent. C'est pas de façon anodine parce que le continent est un continent qui a de l'avenir, mais malheureusement, les Africains eux-mêmes ne voient pas cet avenir dans le monde. Et le continent africain, si on va au niveau multilatéral, est un élément très important. Le continent africain a un potentiel de vote énorme au sein des institutions internationales. Vous savez, dans ces différentes institutions internationales, les pays africains sont souvent regroupés dans un groupe qui donne souvent des positions communes pour le continent. Par exemple, si vous allez aux Nations Unies, lorsqu'il y a une résolution à voter au niveau de l'Assemblée générale où
un État égal à une voix, vous allez voir beaucoup de pays africains qui sont très convoités parce que la voix de l'Afrique va compter. Les dernières élections sur la question ukrainienne, que ce soit à l'Assemblée générale des Nations unies ou au Conseil des droits de l'homme à Genève, tout le monde était braqué sur la position que l'Afrique allait prendre. L'Afrique a-t-elle, selon vous, un mot à dire dans le conflit russo-ukrainien, Régis Hompé? Oui, le continent africain, l'Afrique a bien sûr son mot à dire parce que, quoi qu'on veuille, elle est impactée. Le continent africain n'est pas sur une planète totalement déconnectée de la Terre. Elle est au cœur de la Terre. Elle est au cœur donc, de ce qui se passe aujourd'hui sur cette planète, sur ce monde. Et ce qui se passe effectivement en Ukraine, en Russie et en Europe systématiquement, forcément, obligatoirement, j'allais dire, des impacts évidents, mais pas des impacts tels qu'on nous le fait croire. On a beaucoup pensé qu'en termes que l'Afrique serait impactée pour des raisons, je dirais, très bassement alimentaires. Le fait effectivement que en fait, tout le monde le découvrait, mais c'est quelque chose qui était déjà acté depuis très longtemps, que la Russie et l'Ukraine étaient des puissances céréalières et que tout ça justement impacterait quelque part sur la sécurité alimentaire du continent africain. Moi je pense qu'en réalité, les conséquences sur le continent africain sont davantage plutôt stratégiques et politiques sur la façon de nous positionner. Il est apparu de bon ton pour certains éditorialistes ou même dans certains commentaires sur les réseaux sociaux que l'Afrique choisisse entre la Russie et l'Occident. Moi je suis convaincu qu'effectivement, comme on dit, ne pas choisir c'est choisir. Je pense qu'effectivement l'Afrique a son mot à dire. Mais jusqu'ici, c'est une tradition pour l'Afrique d'être non alignée. Comment expliquez-vous l'abstention de l'Union africaine dans le conflit ukrainien, Ferdinand Polenoka? Bon, je ne suis pas sûr que cette abstention peut s'assimiler à un non-alignement. Il s'agit de quoi? On peut véritablement croire que l'Afrique, sans avoir peut-être dit ouvertement qu'elle soutient la Russie, a une forme de sympathie pour la Russie pour des raisons historiques. L'URSS a soutenu les indépendances africaines. On ne les oublie pas. La Russie n'a pas ce passif colonial d'exploitation des Africains. Et la Russie se présente aujourd'hui comme une alternative pour les Africains qui veulent défendre leurs intérêts désormais puisqu'elle a la puissance. Donc, d'ailleurs, quand je crois c'est la présidente de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, qui a dit qu'elle allait punir les pays qui n'ont pas soutenu l'Union européenne, ça montre très bien qu'elle a compris que les Africains ne sont plus dans le suivisme qui était celui des années 60. Donc, je ne dirais pas que c'est un non-alignement comme cela s'était pensé, abandon, non. Je crois que c'est une abstention qui vaut plutôt sympathie, pour ne pas dire soutien à la Russie. Remarquez très bien la distance que Poutine a mise quand il recevait les Gutiérrez et consorts, mais regardez la proximité, la fraternité qu'il a eue face à Macky Sall. Donc c'est pour vous montrer effectivement que les positions ne sont pas nécessairement celles qu'on croit. Mais vous savez, dans les joutes diplomatiques, il faut faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on montre. En général, ce qui se fait réellement, c'est ce qu'on ne montre pas, c'est ce qu'on n'a pas dit. Donc il faut pouvoir lire entre les lignes. Delmas Tsafak, pourquoi selon vous le continent africain est-il autant courtisé par les puissances en compétition? Vous savez, cette invasion russe en Ukraine a créé une opposition entre la Russie et on peut dire le reste du monde occidental. Donc, il est question ici, c'est un jeu d'alliance que chacun cherche dans ce conflit. Vous avez vu comment l'Union africaine, le président en exercice de l'Union africaine, le président sénégalais Macky Sall a fait un tour en Russie et le président Zelensky a fait une visioconférence avec les États africains. Donc chacun voudrait que l'Afrique s'aligne de son côté, mais ce qui est important, c'est que l'Afrique globalement joue à la neutralité dans ce conflit entre les deux pays. Donc ils essaient un peu de jouer à la diplomatie en disant que c'est la diplomatie qui peut résoudre le problème et pas autre chose et appeler les deux camps à la négociation. Les autres pays convoitent vraiment l'Afrique parce que on voudrait la voir comme peut-être
partenaire pour pallier à certains problèmes, pour pallier aux échanges commerciaux avec la Russie. Et la Russie qui ne voudrait pas lâcher le continent, qui est en train de s'intéresser de plus en plus au continent, beaucoup plus sur le plan militaire avec les différents accords militaires. Dernièrement, vous avez vu un accord militaire qui a été signé entre le Cameroun et la Russie. Oui, c'était un renouvellement des contrats. Tout cela, c'est dans ce sens, dans le même sens, le sens de la convoitise que ces pays-là font à l'Afrique. C'est une terre d'opportunité qui doit être exploitée par ces différents pays-là. Alors, la voix de l'Afrique peut-elle peser dans la géopolitique mondiale et précisément en ce moment où le conflit russo-ukrainien retient le souffle du monde? Ferdinand Polenoka. Si les relations internationales étaient gouvernées par l'éthique, le désir de créer un climat harmonieux dans le monde, oui, cette voie pourrait compter. Or, malheureusement, force est de constater que les relations internationales sont aujourd'hui dominées par la force que possèdent les grandes puissances et les groupes d'intérêt. L'Afrique n'a pas de force, Dr Ferdinand Polenoka? Quand vous prenez par exemple la force économique, chacun connaît notre poids. Elle a la force diplomatique, c'est quand même 54 pays. Oui, 54 pays, aucun n'a le droit de veto. Mais elle peut peser dans le vote. Remarquez très bien que pour le bombardement de l'Irak, l'Afrique qui s'était prononcée en défaveur du bombardement de l'Irak dans le cadre de l'Assemblée générale qui était globalement contre, n'a pas pu faire le poids dans la mesure où le Conseil de sécurité avait droit de veto, avait décidé, enfin les Américains avaient décidé d'outrepasser tout ça pour aller bombarder l'Irak. Ça veut dire que pour que l'Afrique pèse dans les relations internationales, dans le monde actuel, elle doit avoir la puissance. Qui dit puissance économique, dit puissance militaire, dit puissance culturelle. Or, on peut convenir ensemble qu'on ne l'a pas, ces éléments-là. Nous sommes trop divisés. Afrique anglophone, Afrique francophone, Afrique luxophone, Afrique arabe et que sais-je encore. Vous voyez, ceux qui sont par exemple proches de la France auront tendance à suivre la position française, ceux qui sont proches de l'Angleterre, etc. Donc du coup, les grandes puissances se jouent un peu de cela. Et maintenant, quand vous regardez l'Union africaine, disons-nous les vérités, quelle est la véritable charge, quel est le véritable poids de l'Union africaine sur les décisions que les États souverains africains prennent. On peut prendre les symboles. Si on prend par exemple le Cameroun, vous n'avez jamais vu un discours public, le drapeau du Cameroun associé au drapeau de l'Union africaine par exemple. Et ce n'est pas simplement le Cameroun, beaucoup de pays sont encore dans cette logique. Si l'Union africaine est faible aujourd'hui, ce n'est pas en tant qu'institution, c'est nous qui ne lui avons pas donné la force. La voix de l'Afrique peut-elle peser précisément en ce moment où le conflit russo-ukrainien retient le souffle du monde? Delmas Tsafak. La voix de l'Afrique peut être entendue dans le conflit russo-ukrainien, peut-être sur la question de la médiation, si on arrive à un moment où les deux protagonistes vont à la table de négociation. Pourquoi pas un médiateur africain? L'Afrique du Sud a été à un moment pointé comme un potentiel médiateur entre les deux, mais l'Afrique représente une opportunité. Et les Africains doivent saisir cette opportunité-là. Par exemple, il y a l'affaire du gaz russe, qui crée de nombreux problèmes en Europe. Les pays africains producteurs de gaz peuvent en profiter pour mieux vendre leur gaz aux pays européens. Et on a vu l'Algérie qui est un pays qui fournit du gaz à un pays comme l'Espagne. Et on a vu le premier ministre italien qui a fait au moins 2 tours en Algérie pour négocier cette question de gaz avec les gazoducs algériens qui relient l'Europe. Donc, ce n'est qu'à ce niveau que l'Afrique peut jouer son rôle, mais malheureusement, on se rend compte que même avec ce potentiel, le continent ne montre pas la voie, ne montre pas qu'il peut effectivement jouer un rôle très important à ce niveau. Côté militaire, il faut oublier parce que je ne vois pas le continent africain s'engager. Le continent africain est resté dans une sorte de non-alignement. On est un peu dans l'esprit de Bandung. Alors, à côté des divisions géoculturelles du continent, nous avons aussi des divisions internes face au conflit. Au regard de celle-ci, l'Afrique peut-elle parler d'une seule voix, Régis Rompé? Bien sûr, l'Afrique doit parler
d'une seule voix, mais je pense que la voix du continent africain, contrairement à ce que beaucoup pensent, elle doit être à la fois singulière et plurielle. Parce que 54 États, vous imaginez bien que les 54 États ne réagissent pas forcément de la même façon. Enfin, il n'y a pas un réflexe pavlovien qui fait qu'on soit au Cameroun, au Burundi, en Algérie, au Rwanda ou au Togo, qu'on réagisse de la même façon. Non, je pense que les États africains ont cette capacité donc de réagir en fonction de leurs propres intérêts, quand cela l'exige, et parfois en fonction de l'intérêt, je dirais, supérieur et stratégique du continent africain. Cela dit, je suis convaincu que si le continent africain était uni au point où nous serons vraiment dans un système d'intégration accompli, en gros, si l'Union africaine était une puissance, mais une véritable puissance, et qui arrive à concurrencer, qui arrive de façon proportionnelle à s'égaliser auprès donc de ces unions homologues, je pense qu'effectivement, nous serions en droit et même en légitimité d'espérer que le continent africain puisse disposer d'une voix, mais moi j'ai un sujet qui et d'ailleurs votre question m'y fait penser, c'est celle de la voix africaine, d'une seule voix africaine, qu'on aurait pu retrouver dans le temps du multilatéralisme qu'est l'ONU, l'Assemblée générale de l'ONU, ou au Conseil de sécurité de l'ONU encore plus. Aujourd'hui l'Afrique n'y est pas, pour des raisons que nous connaissons tous. Alors, pour les lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs des médias occidentaux, l'Afrique est menacée par je cite, ouragan de famine. Pour s'en passer, il faut condamner la Russie. C'est une prophétie objective. C'est de la communication stratégique ou de la propagande simplement. Ferdinand Paul Enoka. Bon, vous savez déjà, sur le plan communicationnel, en Afrique, on est très faible. Nos médias ne pèsent pas. On n'a pas eu la volonté de puissance. Si nous avions nos propres médias et que ces médias avaient suffisamment de force, on aurait un autre son de cloche. Je vais prendre un simple exemple. On nous avait dit avec le corona que nous serions tous décimés. Je crois que les faits sont têtus. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas transposer leur réalité chez nous. Quand on parle du blé et qu'on sort, je ne sais pas. Peut-être le pain, on l'a créé comme une habitude chez nous. Mais je crois qu'on a beaucoup d'éléments palliatifs. Le seul problème que nous avons, c'est que nous nous sommes volontairement placés dans une logique de suivisme. C'est-à-dire on préfère importer que d'exporter. On préfère consommer que de fabriquer. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on peut subir ce genre d'éléments. Mais beaucoup de gens ont montré qu'il était possible. Moi, j'ai participé à un forum de dégustation en 2008 ou 2009 avec le regretté Bernard Dionga sur le pain fait à partir de la farine de manioc et de maïs et consorts. Et je peux vous garantir que son goût n'avait aucune commune mesure avec ce que je suis en train de voir aujourd'hui. Donc, ce chantage, si on veut être indépendant, ça ne peut vraiment pas nous concerner. On dit par exemple que les prix du pétrole ont augmenté. Peut-être qu'on n'a pas de très grands producteurs de pétrole en Afrique, mais si les prix ont augmenté, ça veut dire que ça nous arrange aussi quelque part, non, puisque c'est nous qui les vendons. Donc il faudrait quand même qu'on s'interroge. En réalité, il faudrait qu'on change de logiciel en Afrique et qu'on pense à pouvoir se servir de ces crises pour pouvoir tirer notre propre indépendance. Mais pour cela, il faut travailler, il faut être un peu plus sérieux, il faut des formations plus pointues, il faut des fonctionnaires, des stratèges plus à la pointe, ainsi de suite, pour essayer de tirer notre pain. Les fonctionnaires existent en Afrique, Dr Ferdinand Paul Enoka. Oui, mais maintenant, il faut une politique pour faire en sorte... Vous pouvez avoir de très bons joueurs, mais si vous n'avez pas un bon stratège qui fait en sorte que l'équipe marche, ça ne marchera pas. Donc, mais est-ce que le problème n'est-il pas ailleurs, puisque les politiques de développement existent dans tous les pays africains? Non, s'il vous plaît, il faut être sérieux. Quand le FMI crée ses affaires, écrit ainsi de suite, ce n'est pas nous qui les pensons. La plupart de nos chefs d'État prennent ça comme une pilule amère. On leur dicte leur politique, le plan d'ajustement structurel, s'il vous plaît. Ce n'est pas les Africains qui l'ont inventé. On nous l'a imposé.
La détérioration des termes de l'échange, les produits de matières premières qui ne font que baisser tous les jours face aux produits manufacturés. C'est pas nous, c'est le pacte colonial qui continue. Il faudrait quand même que pour éclairer l'opinion, qu'on soit clair là-dessus. Nous ne sommes pas encore indépendants, on n'a pas encore la force. Pour avoir cette force, il faut une synergie politique. Cette synergie politique, cette vision politique va faire en sorte que on puisse mettre ensemble les diverses énergies que nous avons, les diverses intelligences pour un but commun. Vous ne pouvez pas me dire qu'en Afrique aujourd'hui on a un but commun. La politique du Cameroun n'est pas la politique du Tchad, elle n'est même pas la politique du Kenya. Vu du Cameroun, qu'est-ce qu'on connaît par exemple du Kenya? Qu'est-ce qu'on connaît ainsi de suite? Les universités africaines, les universitaires africains, les étudiants, se mélangent-ils? Se rencontrent-ils? Pour pouvoir voir comment est-ce qu'ils vont penser leur demain, ça reste encore extrêmement faible. Quand vous allez en Europe, quand on a créé le programme Erasmus pour que les étudiants européens se rencontrent et qu'on sort, en réalité, c'est pas juste pour qu'ils se rencontrent, c'est que derrière, on voit très bien que ce sont les décideurs de demain. Et ça sera plus facile de travailler avec quelqu'un avec qui j'ai été sur les bancs, je le connais, ainsi de suite, que d'avoir des gens qu'on ignore. Tout ça, c'est une politique, c'est un programme. Bon, on peut faire parfois le bon samaritain voulant dire que non, on fait quand même un certain nombre d'efforts, mais quand on est un peu plus sérieux, on se rend compte que oui, si on en fait, on ne peut pas dire qu'on n'en fait pas. Comme un maître d'école ou bien comme un professeur, je dirais, peut mieux faire. Alors, Régis Humpé, l'ouragan de famine qui est annoncé, est-ce qu'il s'agit simplement de la communication stratégique ou de la propagande simplement? Je pense qu'effectivement, ça relève beaucoup plus de la propagande en réalité, que l'Afrique se positionne contre la guerre, la guerre d'invasion, ou que certains pays africains se positionnent contre la guerre d'invasion russe en Ukraine, c'en est une. Ça, c'est certain. Mais qu'on ne nous fasse pas croire que si ces pays ne le font pas, ils tomberaient tous rapidement dans la famine et dans l'extrême pauvreté. Non, je pense, et nous sommes très clairs, nous sommes le continent où nous avons quand même une grosse majorité de pays extrêmement pauvres, hein, de pays vraiment sous-développés. Et puis ces pays n'ont pas attendu qu'il y ait une guerre qui éclate le 24 février 2022 en Ukraine pour tomber donc dans cet état de fait qui date de 20, 30, 40 ans. Mais là, donc pour moi, je pense que c'est d'ailleurs une leçon. Et les propos sur la famine, sur le fait qu'effectivement l'Afrique s'appauvrira davantage et que ce serait la faute de la Russie, pour moi, ne sont qu'incantations et détournement de la vérité. Alors, quelle est la capacité de l'Afrique à éviter cette disette annoncée, Ferdinand Polenoka? De toutes les façons, en ce qui concerne la disette, disons-nous très clairement, nous subissons ce que nous subissons aujourd'hui parce que la plupart des produits que nous consommons sont importés. Il faut changer de braquet. On en parle depuis des siècles. Il n'y a pas de développement industriel sans révolution agraire. C'est-à-dire, tant qu'on continue avec l'enseignement général, tout ça, ainsi de suite, et que celui qui se retourne dans l'agriculture a l'impression qu'il a juste raté sa vie, et que bon, c'est un débrouillard et on ne va pas avancer. Donc, je crois que c'est là, parce que quand vous avez suffisamment produit, se pose un problème, on transforme ça comment? On l'écoule comment? L'Afrique en elle-même, c'est un marché. Je crois que quand Paul Kagame a été président de la commission tournante de l'Union africaine, sa bataille, c'était la mise en place avec les règles d'un marché commun. Parce que le macabo, c'est nous qui le mangeons, ce n'est pas les Français. Le plantain, ainsi de suite, c'est nous qui les mangeons. Donc du coup, si on a un marché commun, regardez le Tchad, ils n'ont pas de plantain chez eux. Donc imaginez un peu toute la niche que ça peut faire, ainsi de suite. Mais c'est à nous de nous organiser. Mais on a beaucoup d'égoïsme mais ces égoïsmes sont généralement soutenus ou sous-tendus par les puissances extérieures qui, tirant les ficelles en fonction de leurs intérêts, nous amènent à ne pas voir les nôtres. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut qu'une nouvelle génération, avec de nouvelles idées, arrive et tienne bon. Ce n'est pas un petit combat. Je ne suis pas en train de dire que nos pères qui sont là n'ont pas essayé. Ils ont fait à leur niveau. Oui, la nouvelle génération doit continuer avec les armes qui sont les leurs aujourd'hui. Et nous sortons par cette question. Quelle sont cette énième compétition géopolitique mondiale dont-elle à l'Afrique? Delma Sotsafak? L'Afrique peut exploiter cette opportunité de guerre entre ses protagonistes pour que sa place soit revue au sein de la communauté internationale.
Mais malheureusement, je ne vois pas que ce soit le cas. J'ai dit qu'on pouvait exploiter les potentiels qu'on a avec le pétrole et les gaz pour pouvoir aider les pays européens et les aider en vendant, hein, parce que vous avez vu le prix du pétrole est monté très haut sur le marché international. Les pays africains producteurs de pétrole pouvaient en profiter pour le vendre, mais malheureusement, vous voyez l'actualité dans nos différents pays, il y a des pénuries de pétrole, il y a la hausse des prix du pétrole, même sur le continent, qui sont avec des pays producteurs. Donc, c'est très difficile. La leçon à tirer, c'est que le continent doit revoir sa stratégie, doit saisir cette opportunité pour revoir, pour que sa place soit revue au sein de la communauté, que ce soit plus un continent qui joue à la marionnette des pays, que ce soit occidentaux ou des pays asiatiques. Régis Hompé. Felwine Sarr dit la chose suivante. Pour moi, c'est quelque part, ça me sert de, entre guillemets, de mémo géopolitique. Il dit, l'Afrique n'a personne à rattraper. Elle n'a pas entré dans la course effrénée des puissances mondiales. Elle n'a pas le temps pour cela. L'Afrique est dans la place du monde depuis bien longtemps. Elle doit simplement construire, entretenir et suivre son propre référentiel et se concentrer à être une meilleure version d'elle-même. Cette démarche ne servira pas uniquement à l'Afrique, mais à l'humanité tout entière. Tout ça pour dire qu'effectivement la compétition géopolitique dont vous parlez, elle est évidente. Monsieur Harouna, je pense que bien sûr, si l'Afrique veut être compétitive sur la scène internationale, si l'Afrique souhaite justement travailler et être ce continent à la fois source et ressources, bien sûr, il faut que la jeunesse soit mieux formée, soit formée à la fois aux enjeux, je dirais, de compétition politique, que ce soit des enjeux présents, demain. Il faut que l'Afrique aussi, il faut encore qu'on encourage encore davantage les politiques qui sont liées justement à la promotion des femmes, même si sur le continent de plus en plus, nous avions des femmes qui occupent par le fait, par le travail acharné, des positions très fortes à la fois dans l'économie, dans le commerce, parfois dans la politique. Il nous faut encore accélérer le mouvement concernant les femmes. Moi, il y a un sujet aussi je suis par ailleurs enseignant et donc le sujet donc des programmes pédagogiques des systèmes éducatifs me parle beaucoup. Je pense qu'effectivement, il faut, surtout dans la partie Afrique francophone que je maîtrise davantage, il faut que nous réformions nos systèmes éducatifs. Si nous voulons compétir et être justement aux avant-postes de ce qui se fait, de ce qui se dit, il faut justement que les systèmes éducatifs africains soient davantage ancrés dans le marché de l'emploi et répondent aussi à des réalités socio-culturelles. Dr Ferdinand Polenoka. Je l'ai toujours dit, j'ai fait même des publications là-dessus. Chaque confrontation mondiale de cette nature, comme ce qu'il y a en Ukraine aujourd'hui, donne une chance à l'Afrique de s'émanciper davantage. Si on ne tire pas cette leçon-là, on demeurera toujours esclave. Si on prend toujours la permission avant de prendre position, etc., on ne pourra pas. Pour nous, ces crises-là nous permettent de nous débarrasser ou alors d'être moins dépendants de ceux qui nous rendent dépendants. Je prends par exemple un cas. La crise qui se passe aujourd'hui nous offre l'occasion de diversifier davantage nos partenaires. Je crois quand même que le Cameroun a montré un exemple. Ce n'était pas le moment le plus évident, d'après ce qu'on a dit, si les sources sont exactes, de signer des contrats ou des partenariats militaires avec la Russie. Oui, c'était un renouvellement des contrats. Voilà. Donc oui, surtout en cette période, ça montre quand même qu'on essaye de dire qu'on peut avoir une autre voie. En 60, ça n'était pas possible. Merci bien. Merci à vous, Ferdinand Polenoka. Je rappelle que vous êtes journaliste et historien. Merci Delmas Tsafak, internationaliste et analyste principal en gouvernance et sécurité au Nkafu Institute, auteur pour ce qui nous concerne de Le Petit État dans les relations internationales, publié aux éditions L'Harmattan. Merci Régis Hompé, directeur exécutif d'Interglobe Conseil. Jeux et enjeux touche à sa fin. Je suis Abdias Harouna. Au revoir.